Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de la disparition de Massine Smith. Il a disparu le 1er septembre 2015. Un jeune de 17 ans disparaît sur le chemin de l'école. Massine est né le 7 avril 1998. Il était le plus jeune de 6 enfants et sa famille était originaire du Canada. Massine a déménagé avec ses parents, Tracy et Daryn, à Saint-Georges, Utah, peu de temps avant sa disparition. Massine a été décrit comme très brillant, mais aimait passer du temps seul. Il préférait jouer à des jeux vidéo ou regarder des dessins animés plutôt que de sortir avec des amis. Il est aussi considéré comme un enfant très gentil, extrêmement proche de sa mère et de ses frères et sœurs. Il a un peu plus de mal avec son père. Massine avait également des antécédents de dépression et sa famille pensait que les choses s'amélioreraient une fois qu'il avait déménagé dans l'Utah. Sa dépression se caractérisait, en fin de compte, il aimait être seul, il était un peu introverti, il se sentait mal dans sa peau, enfin bon, comme malheureusement beaucoup d'adolescents qui arrivent un petit peu à l'âge adulte. Et bon, rien de grave, hein, rien de dramatique, mais c'est vrai que des fois, bon, il n'était pas trop bien. Il faut aussi préciser une chose, bon c'était le chouchou à sa maman, hein, c'était le petit dernier. Son père était rarement là suite à son travail, donc c'est vrai que sa mère lui passait beaucoup de choses. Et quand son père rentrait du travail, c'était toujours des confrontations. Son père ne supportait pas par exemple qu'il joue à des jeux vidéo, qu'il reste sans arrêt dans sa chambre. Et donc bon c'est vrai que ça mettait un froid. Massine adorait jouer au basketball et il était surtout très doué pour jouer de la guitare. Massine et ses parents avaient un accord. Si pendant la semaine, il ramenait des bonnes notes à la maison, c'est-à-dire au niveau de ses cours, il avait le droit de regarder des dessins animés et de jouer à la console. Petite précision, parce que ça va en choquer peut-être quelques-uns, à 17 ans, des dessins animés, c'est des mangas, et voilà, il aimait beaucoup les mangas. Puis en plus de ça, bon, il y a des dessins animés qui sont faits aussi pour les adolescents. Le lundi 31 août 2015, Massine a envoyé à sa mère une photo de son bulletin par SMS. Le message disait « J'ai des bonnes notes, elles sont assez bonnes pour regarder un dessin animé ?» Sa mère lui répondit « Waouh ! Papa t'emmène dribbler en premier. » Alors dribbler, je pense que ça veut dire il t'emmène au basket. Massine faisait des cours d'été, car a priori, au niveau de l'école au Canada, il est obligé de rattraper certains cours. Sa famille a déclaré plus tard que Massine semblait plus heureux dans l'Utah. Ses parents ont avoué plus tard la cause réelle de leur déménagement. Massine avait eu un trouble de la parole et avait été victime d'intimidation et d'harcèlement quand il était plus jeune à l'école. Voilà pourquoi ses parents ont décidé de déménager et de lui changer complètement son environnement. Massine de temps en temps travaillait aussi avec son père pour enfin obtenir son permis de conduire, mais il ne pensait pas qu'il était assez bon pour l'obtenir. Une nuit, Massine a dit à ses parents qu'il ne se sentait pas bien, et ils l'ont laissé seul. Tracy a également déclaré qu'elle avait débranché Internet, car Massine avait l'habitude de regarder des dessins animés jusqu'au petit matin. Vers 1h30 du matin, à cause d'un bruit, le père de Massine, Daryn, s'est réveillé et est allé voir son fils. Il l'a trouvé en train de regarder des dessins animés. Il avait rebranché Internet et Daryn a fini par prendre son ordinateur et son téléphone. Daryn dira plus tard que lui et Massine ne se sont pas disputés cette nuit-là. Massine lui a donné ses appareils électroniques et semblait d'accord avec lui. Le mardi 1er septembre, Daryn a réveillé son fils vers 7h du matin pour l'école. Tracy a dit qu'elle se souvient que Massine s'est levé tout de suite, après son petit déjeuner,
et a un peu circulé dans la maison jusqu'à 7h40. Massine prenait toujours le bus et son arrêt de bus était à environ 3 km de chez lui. Tracy est allée travailler ce jour-là et Darren est resté à la maison pour faire du jardinage. Vers 15h15, le bus de Massine s'est arrêté et a commencé à déposer les enfants. À 15h30, Massine n'est toujours pas rentré chez lui. Darren n'avait aucun moyen de le contacter car il avait pris son téléphone la veille. Darren a envoyé un texto à Tracy pour lui dire que Massine n'était jamais rentré. Tracy a décidé de vérifier ses mails et s'est rendu compte qu'elle avait reçu un message de l'école disant que Massine ne s'était jamais présenté ce jour-là. Tracy était abasourdie et a quitté le travail le plus tôt. Tracy et Darren ont également décidé de passer par la chambre de Massine et ils n'ont rien trouvé. Ils ont également appelé le groupe de jeunes de l'église de Massine et ont découvert qu'il n'avait pas été là non plus. À 22h, ils ont appelé la police de Saint-Georges pour signaler la disparition de leur fils. La police a immédiatement commencé son enquête et Tracy a commencé sa propre enquête. Tracy s'est rendue au lycée et elle s'est rendue compte que Massine ne s'est plus jamais présentée à l'école. Elle a également contacté le bus et a parlé à plusieurs étudiants qui ont pris le bus. Personne n'avait vu Massine. Tracy et Darren ont à nouveau fouillé la chambre de Massine. Ils ont trouvé ses classeurs d'école sur le sol de son placard. Le portefeuille de Massine a également été retrouvé dans sa chambre, avec de l'argent et des cartes d'identité à l'intérieur. Tracy et Darren ont appelé leur autre enfant et leur ont dit que leur frère avait disparu. Ils sont tous rentrés chez eux pour venir le chercher. Lorsque les frères et sœurs de Massine sont revenus, chez leurs parents, ils ont tous aidé à mettre des affiches. Ils ont également eu l'aide de l'église LDS pour la recherche. De nombreux témoignages ont afflué. L'un d'eux concernait un homme correspondant à la description de Massine, se tenant dans la rue avec une pancarte, voulant aller à Las Vegas. Cette route était à environ 8 km de la maison de Massine. La description de cette personne ressemblait fortement à Massine. La route était entourée de plusieurs stations-service et les parents de Massine ont contacté les stations au sujet de leur image de surveillance. Il s'est avéré que ce n'était pas Massine, c'était un autre adolescent. Et il y avait un autre témoignage qui est arrivé. Cette fois, plusieurs personnes ont dit avoir vu Massine à Las Vegas, qui était à environ 2 heures de Saint-Georges. Darren s'est rendu à Las Vegas pour effectuer des recherches avec un groupe de recherche appelé Red Rock Search and Rescue. Il n'y avait de nouveau aucun signe de Massine, malgré que les recherches ont été faites dans toute la ville. Une semaine après la disparition de Massine, sans aucun signe de lui ni contact, la tante de Massine a pu obtenir les mots de passe de son ordinateur, de son téléphone et des réseaux sociaux. Ils ont découvert que Massine n'utilisait vraiment pas les réseaux sociaux ou son téléphone. Il avait supprimé son historique de recherche, mais utilisait principalement son ordinateur pour regarder des dessins animés et jouer à des jeux vidéo. Ils ont trouvé autre chose cependant. Dans le portefeuille de Massine, ils ont trouvé une note. C'était une lettre de 2 pages qui avait été pliée plusieurs fois. Elle n'était adressée à personne ni datée, mais c'était une note très profonde. Les parents de Massine n'ont pas publié beaucoup d'informations à ce sujet. Tout ce qu'ils ont dit, c'est que Massine avait écrit « J'en ai fini ». Après cette découverte, les parents de Massine ont téléphoné à la police. 3 semaines plus tard,
Le rescue est venu aider les Smith. Ils sont sortis à Saint-Georges pendant 2 jours. Ils ont amené des cavaliers et 6 chiens cadavériques de Californie. Il s'agissait de la plus grande recherche de nature sauvage à ce jour. Il n'y avait toujours aucune trace de Massine. Une page Facebook Massine Smith a été créée, ce qui a conduit à de nombreuses rumeurs sur Massine, sa famille et ce qui lui est arrivé. Il y avait des rumeurs selon lesquelles Massine était homosexuel et a disparu parce qu'il ne voulait pas le dire à sa famille. Tracy a dit qu'elle ne croyait pas qu'il était homosexuel et même s'il l'était, cela n'avait pas d'importance pour eux. 5 mois après la disparition de Massine, des allégations contre Darren Smith sont sorties. Ils ont dit que Darren avait tué son fils. Darren a nié et a déclaré que la police pouvait tout faire pour prouver qu'il ne l'avait pas fait. Lui et Tracy ont tous deux passé des tests polygraphes et Tracy a dit qu'ils avaient tous les deux réussi. Cependant, la police de Saint-Georges a refusé de commenter. Mais en faisant mes recherches, en 2018, il s'est avéré qu'apparemment Darren n'aurait pas réussi les tests polygraphes. Après, bon, c'est à mettre entre guillemets, parce que c'est vrai que les journalistes... De toute façon, sachant que l'enquête est encore ouverte, la police ne peut pas commenter ce genre de choses. Tracy était persuadée que Massine allait revenir le jour de ses 18 ans, ou tout du moins qu'il prendrait contact avec un de ses frères ou sœurs. Ils ont organisé un grand événement pour son 18e anniversaire, mais Massine n'est jamais venu. Et il n'a contacté personne. En juillet 2016, un témoignage de 2 jeunes filles disant qu'elles avaient vu Massine dans un Panda Express à West Valley. Elles ont dit que ce garçon s'était approché d'elles et leur avait demandé de la monnaie pour le bus. Elles ont remarqué qu'il était très poli et qu'il avait un trouble de la parole. Lorsque Tracy a entendu parler de cela, elle a demandé aux filles d'appeler le téléphone de Massine pour entendre sa messagerie vocale. Les filles ont dit que c'était la voix de la personne à qui elles avaient parlé. La police a contacté le Panda Express pour leur image de surveillance, mais bien sûr cela ne fonctionnait pas. Donc, est-ce que c'était vraiment Massine? Sincèrement, j'espère, du fond du cœur, car cela prouverait que Massine est encore en vie. 3 ans après la disparition de Massine, ses parents, au bout de 30 ans de mariage, ont divorcé. Le père de Massine, par la suite, s'est très peu investi dans les recherches au niveau de son fils. En 2009, la police a concentré toute l'affaire sur le père de Massine. L'enquête est toujours ouverte. C'est vrai que la police au départ a peut-être pensé que Massine s'était enfui de chez lui. Des documents judiciaires indiquent que les détectives ont également exploré la possibilité que Massine ait été assassiné. La police de Saint-Georges a déposé au 7e tribunal du district plusieurs mandats indiquant que Massine avait peut-être été assassiné. Certains des mandats soulèvent ouvertement des questions sur les actions et les déclarations du père de Massine, y compris des allégations selon lesquelles le père de Massine n'a jamais appelé les détectives pour mettre à jour l'affaire, qu'il n'a jamais non plus participé aux recherches de son fils, et il n'a jamais eu des déclarations cohérentes. Tout au long de l'enquête, il y a eu des divergences entre ce que le père de Massine, Darren Smith, a dit à la police de Saint-Georges et au rescue et aux médias. Ce n'est jamais la même chose. Pour la police, le père de Massine connaît plus de choses sur la disparition de son fils qu'il veut l'avouer. Après, je peux pas me permettre de dire mon opinion parce que sincèrement, si son père est innocent, ça doit être horrible. Déjà, la disparition de son fils doit être inimaginable comme douleur. Et là, en plus qu'on l'accuse, donc je me permettrai pas de juger et de dire mon opinion. Je n'en sais rien et de toute façon, personne ne sait. Tant qu'on n'aura pas retrouvé Massine, personne ne saura. Ça sera que des allégations et les journalistes, il faut se méfier. Même la police, sans être méchante avec la police, il faut se méfier aussi. Après, ils ont peut-être des pistes qu'on ne connaît pas. De toute façon, l'enquête est toujours ouverte.
Les enquêteurs étaient tellement préoccupés par les déclarations du père de Massine qu'ils ont placé un traceur GPS sur la camionnette de Darren Smith pendant au moins 60 jours, et peut-être plus. Pour surveiller ses mouvements, Darren a déclaré au Deseret News qu'il ne savait pas qu'il avait été surveillé par la police, mais il a dit qu'il s'était félicité de l'examen parce qu'il pense que cela effacera son nom. Je cite, « En fait, je suis content qu'il ait mis ça sur mon véhicule, parce que je n'ai rien à cacher », a-t-il déclaré. Sachant que l'enquête est toujours en cours, les preuves recueillies étaient inconnues. La police de Saint-Georges n'a pas confirmé si elle avait demandé une prolongation à ce sujet. Le porte-parole de la police de Saint-Georges a déclaré que personne dans l'enquête de Massine n'était considéré comme un suspect pour le moment. Mais les détectives pensent qu'il y a des personnes d'intérêt qui peuvent avoir plus d'informations sur ce qui s'est passé. La partie de la chronologie qui a soulevé le plus de questions au cours de l'enquête tourne autour du voyage de Darren à Vasa Fitness, le matin de la disparition de Massine. Un mandat de perquisition de décembre 2016 indique qu'après le départ de Massine pour l'école, la carte de membre de Darren a été utilisée pour s'enregistrer à Vasa Fitness à 7h45. Le bus de Massine devait venir le chercher à 7h41, selon la police. Les Smiths vivaient à environ 10 minutes du gymnase. La police admet qu'il y a un petit décalage entre le moment où les parents ont dit avoir entendu Massine quitter la maison, puis sont retournés se coucher, et le moment où le père est allé au gymnase. Darren Smith a été interrogé pendant des heures par la police de Saint-Georges. Il déclara, je cite, « Je ne comprends même pas ce que l'écart signifierait. » Tracy a déclaré qu'au moment où Darren est allé au gymnase, personne ne savait que leur fils ne reviendrait pas cet après-midi-là et que cela se transformerait en une enquête médiatisée à l'échelle nationale. Donc connaître les heures exactes n'était pas quelque chose auquel ils prêtaient attention. Une autre raison pour laquelle la police de Saint-Georges a décidé de suivre le père de Massine était qu'il aurait fait des déclarations incohérentes et des déclarations qui ont déclenché des signaux d'alarme. La police est entretenue avec un détective de police à la retraite, un membre du groupe de recherche et de sauvetage de Red Rock, qui avait participé à la recherche de Massine, au sujet des conversations qu'il a eues avec le père de Massine. Il a déclaré que le père, je cite, leur avait spécifiquement dit qu'il n'avait jamais vu, entendu Massine le matin où il s'était enfui. En fait, Darren a convenu que Massine aurait pu disparaître pendant la nuit, indique Amanda. La police a également noté que lors des recherches à grande échelle de Massine, les 26 et 27 septembre 2015, ni Tracy ni Darren n'ont appelé et se sont présentés pour vérifier les progrès de l'enquête et des recherches, malgré des aménagements spéciaux pour Tracy et Darren sur les lieux. Le membre de la recherche et du sauvetage a indiqué qu'il ne s'agissait pas d'un comportement typique des parents et de la famille d'une personne disparue. Pour lui, ses parents étaient suspects. Tracy espère qu'entre les tests au détecteur de mensonges et l'entretien approfondi avec son ancien mari, la police disposera désormais de suffisamment d'informations pour nous effacer complètement. Tracy pense que Massine est toujours en vie. Il est là quelque part, comme elle déclara. Elle a même continué à payer sa facture de téléphone pendant un certain temps parce que c'était le seul numéro qu'il connaissait. Pour Darren, il pense que son fils est parti. Une récompense de 10 000 $ pour toute information sur l'endroit où Massine pourrait être. Pour la police, les mandats de perquisition notent qu'en raison de l'absence de conseils et d'observations crédibles de Massine depuis sa disparition, et surtout de la note entre guillemets de suicide qu'ils auraient trouvée dans son portefeuille, Massine est probablement décédé. Mais la police n'est pas plus près de savoir ce qui est arrivé à Massine. Même si l'affaire est toujours considérée comme active, les détectives n'enquêtent que sur les nouveaux conseils qu'ils reçoivent. Toutes les pistes précédentes ont été épuisées. Comme déclara le shérif, je n'ai aucune idée de ce qui est arrivé à Massine. Au début, j'ai pensé, ok, nous allons le trouver à proximité, a-t-il déclaré. Mais au fil du temps, j'ai commencé à penser que peut-être quelque chose d'horrible lui était arrivé. Comme je vous disais plus haut dans la vidéo, les Smiths ont divorcé en mai 2018 après plus de 30 ans de mariage. Tous deux se sont depuis remariés ou se sont fiancés. Tracy Smith vit toujours dans le comté de Washington tandis que Darren Smith vit dans le comté de Salt Lake. Cette affaire est si triste et honnêtement je ne sais pas quoi penser. C'est vrai que Massine semblait de nouveau déprimé. D'où, a priori, la note qu'il aurait laissée dans son portefeuille.
Mais j'ai quand même l'impression que s'il s'était suicidé, la police aurait trouvé quelque chose. En principe, quand on décide de mettre fin à ses jours, on ne se cache pas. Ce qui arrive après, on s'en fiche. Les parents de Massine étaient très stricts et peut-être que Massine n'en pouvait plus. Mais encore une fois, j'ai l'impression qu'il y aurait eu une sorte de signe de lui. Effectivement, il y a eu un signe, ces deux jeunes filles qui l'auraient vu, mais depuis, plus rien. Voilà, pour l'instant, il n'y a pas d'autres informations sur la disparition de Massine. Cette disparition m'a pas mal choquée sur différents points. Déjà, il est très jeune. C'est un très beau gamin, avec un magnifique sourire. Et pour moi, j'espère du fond du cœur qu'il a quitté ses parents et qu'il vit ailleurs. Voilà, je ne dirai pas mon point de vue sur les parents. La seule chose que je peux faire entre parenthèses qui m'a choqué, c'est qu'ils aient refait leur vie. Voilà. Tout simplement, pour moi, quand on perd un enfant, je pense qu'on est à des années-lumière de refaire sa vie. Je pense que c'est l'enfant qui compte par-dessus tout. Mais enfin bon, ça, c'est mon point de vue. Je n'ai pas envie de me faire incendier dans les commentaires. Donc ça, chacun a son opinion. Voilà. Donc si j'ai des nouvelles suite à cette disparition, je vous tiendrai au courant. Et j'espère du fond du cœur que Massine sera retrouvée. Ou tout du moins, qu'on sache ce qui s'est passé. Voilà, et moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous.
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de la disparition de Granger Taylor, l'astronaute de l'île de Vancouver. Granger Taylor est la plus mystérieuse disparition des années 1980. C'est l'un des plus grands mystères de l'île de Vancouver. Granger Ormond Taylor est né le 7 octobre 1948 dans la ville forestière et de pêche de Duncan, en Colombie-Britannique, située sur la côte sud-est de l'île de Vancouver, à mi-chemin entre Victoria et Nanaimo. Son père biologique est décédé alors qu'il était bébé, après s'être noyé dans le nord-ouest du lac Horn, pendant des vacances dans la cabane familiale. Quand il avait 2 ans, la mère de Grangers, Grace, a épousé un veuf nommé Jim Taylor, qui avait ses propres enfants. Grangers passerait ses premières années à grandir avec ses 7 frères et sœurs, dont 3 frères et sœurs biologiques, 3 demi-frères et une demi-sœur. Dès son plus jeune âge, il est devenu clair pour Monsieur et Madame Taylor que Grangers était un enfant inhabituel. Il était renfermé et socialement maladroit. Mais ce qui lui manquait en compétences sociales, il le compensait largement par une aptitude et un appétit extraordinaire pour la mécanique. Grangers a passé une grande partie de son enfance seul, dans sa chambre, démontant des gadgets jouets dans le but de comprendre leur fonctionnement interne. En dépit d'être extrêmement brillant, Grangers a montré peu d'intérêt pour ses études et a abandonné l'école après avoir terminé la 8e année. Il a commencé à travailler comme apprenti pour son voisin, un mécanicien automobile, et a absorbé avec empressement toutes les connaissances que l'ancien commençait à lui apprendre. Après seulement 1 an d'apprentissage, Grangers a décidé qu'il avait acquis toutes les compétences nécessaires pour se lancer seul. Il s'est installé sur la propriété forestière de ses parents et a commencé à bricoler ses propres projets non conventionnels, dont il vendrait plusieurs d'entre eux à des collectionneurs ou au gouvernement provincial pour des sommes d'argent impressionnantes. Il est vite devenu évident que Granger Taylor avait trouvé sa vocation. À l'âge de 14 ans, il a construit une automobile monocylindre qui est maintenant exposée au BC Forest Discovery Centre de Duncan. 3 ans plus tard, il a reconstruit un bulldozer abandonné que les mécaniciens lourds professionnels avaient rejeté comme irrécupérable. Au début de la vingtaine, il a décidé de ressusciter une locomotive à vapeur abandonnée, qu'il a trouvée rouillée dans la forêt tropicale, avec des aulnes poussant à travers le châssis. Il a fallu 2 ans à Grangers pour remettre le train en parfait état de marche. Après quoi, il a posé des rails et à travers le jardin de ses parents et a commencé à emmener les enfants du quartier faire des promenades, son atelier étant devenu une sorte d'attraction locale. Il semblait qu'il n'y avait pas de mystère mécanique trop intimidant pour Grangers. Aucune énigme cinétique qu'il ne pouvait vaincre. Le soir du Nouvel An 1969, environ 6 mois après que Grangers eut fini de transporter le dernier morceau de son train rouillé, sur la propriété de ses parents, quelque chose d'étrange se produisit, à l'hôpital du district, pas trop loin de la maison de Grangers. Vers 5 heures du matin, alors qu'elle s'occupait des patients, 4 infirmières travaillant de nuit auraient vu une soucoupe volante silencieuse et brillamment éclairée planer à l'extérieur de la fenêtre à environ 3 étages du sol, près du service des enfants. Doreen Kendall, la première infirmière à observer l'objet, a affirmé avoir vu 2 pilotes humanoïdes debout dans le cockpit de l'engin, à travers sa fenêtre transparente. Les infirmières ont regardé avec étonnement l'engin dériver derrière un bosquet d'arbres, avant de filer dans le ciel nocturne comme une étoile filante. Plus tard dans la matinée, et tout au long de la nuit suivante, des citoyens de partout, à Duncan et dans les environs, y compris une poignée d'enseignants du primaire et un pilote du Royal Canadian Naval Air Service, ont présenté des rapports d'un ovni, d'apparence similaire repéré à travers la région. Pendant des mois après les incidents, les soucoupes volantes et les visiteurs de l'espace ont fait parler d'eux dans le sud-ouest de l'île de Vancouver. Il semble probable que Granger Taylor
et était mordu par le même virus OVNI qui avait frappé tant de compatriotes insulaires au début des années 1970. Peu de temps après avoir appliqué la touche finale à sa locomotive vapeur, il a apparemment développé un intérêt pour la dynamique du transport aérien, obtenant sa licence de pilote et commençant des travaux de restauration sur un avion de chasse Kitty Hawk de la Seconde Guerre mondiale, mis au rebut, qu'il vendrait éventuellement à un collectionneur privé pour 20 000 $. À la fin des années 1970, Granger s'était lassé de la mécanique conventionnelle, qui ne semblait plus le défier. Au lieu de cela, il tourna son attention vers la plus grande question aéronautique de toutes, la propulsion des soucoupes volantes. Aucun ingénieur sur Terre n'avait encore été capable de concevoir un moteur qui pourrait permettre à un énorme disque métallique de manœuvrer aussi étroitement, rapidement et silencieusement dans les airs que les soucoupes volantes décrites par les témoins d'OVNI. Granger Taylor a décidé de s'attaquer à cette énigme, qui avait apparemment dérouté les esprits les plus brillants de l'aérospatiale militaire, et de commencer son magnum opus, la construction d'une soucoupe volante réelle. Granger Taylor a commencé sa quête en construisant un bureau privé de la même taille et de la même forme que l'OVNI par excellence. Aidé des enfants et adolescents qui venaient souvent le voir travailler, il récupère 2 antennes paraboliques de la tour radio de la décharge locale et construit un bâtiment cylindrique au bord du jardin de ses parents, qu'il érige sur pilotis. Après avoir décoré les côtés de la structure métallique avec un dessin d'éclair et une fenêtre en forme de porc, il a équipé son OVNI d'un poêle à bois en fonte, d'un canapé et d'une télévision. Enfin, Granger a garni sa nouvelle étude de romans de science-fiction et de livres pseudo-scientifiques sur les ovnis destinés à stimuler son ingéniosité. Son bureau terminé, le génie de la mécanique s'accroupit avec ses livres et ses notes et commença à réfléchir à la question de la propulsion des ovnis. Tout au long de 1979 et 1980, Granger a passé une grande partie de son temps seul dans son ovni de jardin, assis dans une contemplation silencieuse ou parcourant ses nombreux livres. Puis, après plusieurs mois de profonde réflexion, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Une nuit, alors qu'il était allongé dans son lit, Granger aurait été contacté par des extraterrestres. Selon Robert Keller, un adolescent que Granger avait pris sous son aile est l'une des rares personnes avec qui il a partagé son incroyable expérience. Granger a expliqué que des êtres de l'au-delà de notre système solaire s'étaient présentés à lui, par télépathie. Dans les mois précédant l'incident, le machiniste avait tenté de contacter des extraterrestres via une sorte de radio qu'il avait imaginée. Peut-être supposa-t-il sa volonté de communiquer était ce qui avait poussé les extraterrestres à le choisir. Granger continuerait à avoir plusieurs autres conversations télépathiques, présumées avec les extraterrestres. Au cours de ces incidents, il a posé à plusieurs reprises aux extraterrestres des questions sur la source de propulsion de leur véhicule en forme de soucoupe. Mais tout ce qu'ils ont divulgué, c'est que le secret avait quelque chose à voir avec le magnétisme. En octobre 1980, Granger, ravi, confia à Keller et à un autre ami nommé Bob Nielsen que les extraterrestres l'avaient invité à un voyage à travers la Voie lactée. Ces jeunes amis ne pouvaient pas entièrement croire l'histoire de Granger, soupçonnant que le génie excentrique avait simplement vécu un rêve étrange ou une sorte d'hallucination, mais ils ne pouvaient pas non plus entièrement l'ignorer. Si une intelligence extraterrestre devait contacter quelqu'un sur Terre, ils croyaient que Granger serait sans doute leur premier choix. Malgré leur demande, Granger a refusé d'emmener ses amis, impatient avec lui, lors de son prochain voyage interstellaire, affirmant qu'il avait trop à laisser sur Terre. Il a révélé que les extraterrestres prévoyaient de venir le chercher une nuit pluvieuse, afin que le grand public ne voie pas leur vaisseau spatial. Environ un mois plus tard, le 29 novembre 1980, la ville de Duncan a été secouée par ce que les journaux ont surnommé la tempête du siècle.
Des tonnerres, des éclairs, des pluies torrentielles et des vents violents se sont abattus sur la ville, déracinant des arbres et abattant des lignes électriques. À 18h ce soir-là, juste avant le pic de la tempête, Granger Taylor a rendu visite au Bob Grill, l'un de ses repères préférés. La serveuse qui lui servait son repas remarqua que Grangers portait sa tenue habituelle, composée d'un jean, des bottes de bûcheron et d'un pull en tricot marron. Il n'avait pas de manteau avec lui et était manifestement mal préparé à la tempête imminente. À 6h30, Grangers, 32 ans, a payé sa facture, a quitté le restaurant et est parti dans son camion Dansen bleu clair de 1972. Il n'a jamais été revu. Le lendemain, alors que les habitants de Duncan étaient occupés à nettoyer leur route et leur allée, des arbres tombés et des débris emportés par le vent, les parents de Granger ont découvert que leur fils avait disparu. Jim Taylor a trouvé la dernière lettre de son fils accrochée à sa porte et celle de Grace. Cette lettre disait « Chère mère et père, je suis parti marcher à bord d'un vaisseau extraterrestre, car des rêves récurrents assuraient un voyage interstellaire de 42 mois pour explorer le vaste univers, puis revenir. Je vous laisse tous mes biens, car je n'en ai plus besoin. Veuillez utiliser les instructions de mon testament comme guide pour vous aider. Je vous aime, Grangers. » Au verso de cette note se trouvait une carte dessinée à la main, que certains ont interprétée comme une représentation de Waterloo Mountain, située à environ 15 km au sud-ouest de la maison des Taylor. Jim Taylor et ses fils ont cherché partout Grangers, inspectant les hôpitaux et conduisant sur des routes forestières isolées, dans l'espoir de trouver des indices sur les allées et venues du génie excentrique. Malgré tous leurs efforts, ils ne trouvèrent aucune trace, ni de lui, ni de son camion bleu, Dassun. Les mois se sont transformés en années, mais le destin de Granger Taylor est resté aussi mystérieux qu'il avait été ce matin fatidique du 30 novembre 1980. Le 29 juin 1983, la date prévue du retour de Grangers, de son voyage à travers le cosmos, le demi-frère de Grangers, Douglas Taylor, qui travaillait pour la garde côtière canadienne, à l'époque, s'est assis pendant la moitié de la nuit sur le pont de son patrouilleur, scrutant le ciel nocturne à la recherche de tout signe de Grangers et de son vaisseau spatial extraterrestre. Son cœur était lourd lorsqu'il se rendit compte que Grangers ne s'était pas présenté et n'était pas revenu. En avril 1986, 6 ans après la disparition de Grangers, une équipe de travaux municipaux a découvert un cratère artificiel de plusieurs mètres de diamètre, au large de Mountain Prevost Road, sur les pentes du mont Prévost, ou du nord-est de Sticker Mountain, qui surplombent tous les deux le nord-ouest de Duncan. Dispersés à proximité du cratère se trouvaient des fragments rouillés et décolorés de ce qui semblait avoir été autrefois un camion. La Gendarmerie royale du Canada, locale, a par la suite enquêté sur les lieux et découvert 2 fragments de ce qui s'est avéré être des os humains. De nombreux habitants de Duncan, y compris la police et plusieurs membres de la famille de Grangers, pensaient que ces os constituaient les derniers restes de Grangers Taylor. Comme le profilage génétique en était à ses débuts à l'époque et n'était pas disponible pour la gendarmerie sur l'île de Vancouver, ce soupçon n'a jamais été définitivement confirmé ou réfuté. À la suite de la découverte qui donne à réfléchir, un certain nombre de théories ont été avancées concernant les derniers moments de Grangers. Beaucoup pensaient que dans la nuit du 29 novembre 1980, Grangers avait emballé dans son camion plein de dynamite, qu'il utilisait pour enlever les souches d'arbres conduits dans le désert et s'était délibérément ou accidentellement fait exploser lui-même et son véhicule en miettes. Certains pensaient que l'incapacité de Grangers à résoudre le mystère de la propulsion des soucoupes volantes l'avait rongé pendant de longues heures d'isolement auto-imposé qui caractérisait ces derniers mois. Incapable de faire face à son échec, il partit avec l'attention, concoctant le récit de son voyage interstellaire dans le but d'apaiser la douleur des amis et de la famille qu'il laisserait derrière lui. Certains de ceux qui le connaissaient le mieux, cependant, étaient catégoriques sur le fait que Grangers Taylor n'ait pas pu se faire de mal. Si malheureusement le camion a explosé, pour eux, c'est un accident.
Peut-être avait-il apporté de la dynamite dans le désert avec l'intention de l'utiliser d'une manière ou d'une autre pour informer les astronautes extraterrestres de sa localisation, ou pour faciliter d'une manière ou d'une autre son voyage dans l'espace. Par un terrible accident, les explosifs avaient explosé prématurément. D'autres encore, cependant, y compris la défunte mère de Grangers Taylor, Grace, et son ami Robert Keller, croient que Grangers a été capturé par des extraterrestres lors de cette nuit orageuse de novembre. Tout comme il l'avait dit, ils pensent qu'il se trouverait toujours dans ce vaisseau spatial extraterrestre, explorant la galaxie et étudiant l'astronautique extraterrestre à sa guise. Après tout, selon la théorie relative d'Einstein, le temps se dilate pour les objets voyageant près de la vitesse de la lumière. Peut-être qu'un jour, Grangers Taylor, 35 ans, reviendra de son voyage de 42 mois pour trouver un Duncan très différent de celui qu'il a quitté, où les téléphones sont sans fil, les voitures roulent toutes seules et les habitants s'interrogent toujours sur le sort de ce génie excentrique qui a disparu par une nuit d'orage il y a bien longtemps. Les parents de Taylor, Jim et Grace, sont décédés depuis et la ferme appartient maintenant à la sœur de Taylor, Grace Reynolds. C'est sur cette même propriété que Taylor a construit l'objet le plus souvent associé à cette histoire, un vaisseau spatial, construit à partir de 2 antennes paraboliques. Son ami Keller, maintenant âgé de 53 ans, a aidé Taylor à construire le vaisseau spatial. Granger était l'homme le plus intelligent, le plus terre-à-terre et le plus sage que j'ai jamais rencontré de ma vie, a déclaré Keller, qui, avec sa famille, a été parmi les derniers à voir Taylor en vie. La porte arrière de la maison de la famille Taylor est restée déverrouillée pendant des années, au cas où il devait la franchir à nouveau. Timide, avec une tendance à être socialement maladroit, Taylor pouvait être qualifié d'excentrique par certains, mais cela ne voulait pas dire qu'il était malheureux. Comme je vous le disais, Granger a fait un arrêt au Bob Grill près de Duncan, avant de se rendre au Mont Prévost la nuit orageuse de sa disparition. Et les voisins ont rapporté avoir entendu un fort boom, à peu près au moment où il serait arrivé à destination. Était-ce le bruit d'un ovni, quittant l'atmosphère terrestre, ou le bruit d'une camionnette détruite par la dynamite? Duncan a été assiégé par une tempête historiquement mauvaise cette nuit-là, a déclaré Keller, son ami, dont cela aurait facilement pu être le tonnerre. Taylor avait dit à Keller que les extraterrestres arriveraient probablement par mauvais temps, afin qu'ils puissent voyager à l'abri. Grangers avait de l'expérience avec les explosifs, et le fait qu'il aurait eu de la dynamite en sa possession au moment de sa disparition ne devrait pas être pris en compte dans l'équation, a déclaré Keller. Il était trop intelligent pour avoir un accident sur la montagne. Il n'y a pas moyen. Il savait comment manipuler les explosifs. Il était essentiellement un expert. Donc en matière de sécurité, c'était sa priorité numéro 1. Sachant qu'il n'y a pas eu d'analyse complémentaire sur les os retrouvés, malheureusement Grangers est toujours porté disparu. Quand j'ai voulu vous proposer cette vidéo, j'ai pensé à la personne qui était derrière, c'est-à-dire le disparu, pas à sa croyance au niveau des extraterrestres. Après, comme je le dis souvent, il faut respecter la croyance de chacun. J'espère qu'un jour, tout simplement, on saura la vérité sur la disparition de Grangers. Aloha, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de la disparition de Mateusz Kawecki. Mateusz a disparu le 28 mars 2018, en Pologne, à Uskoy. Mateusz était un Polonais de 30 ans, originaire d'un petit village appelé Uskoy, dans le sud-est de la Pologne. Il travaillait à Hanovre, en Allemagne, comme ouvrier du bâtiment depuis environ 5 ans et vivait avec son père, qui travaillait également à Hanovre. Le 28 mars 2018, il s'est rendu en Pologne pour voir sa fiancée, qui était enceinte, mais n'y est jamais parvenu. 5 mois plus tard, malheureusement, son corps a été retrouvé dans une grange près de sa maison familiale, loin de la résidence de sa petite amie. Qu'est-il arrivé à Mateusz? Le voyage à Lipia Góra, en Pologne. Mateusz entretient une relation à distance avec sa fiancée polonaise, qui vivait dans un village appelé Lipia Góra, dans le nord-ouest de la Pologne.
Elle était enceinte de son bébé et sur le point d'accoucher. Matthews a donc entrepris de conduire sa BMW 525 de 1998 vers 23h30 de Hanovre à Lipia Góra. Le voyage était de 647 km. Il devait arriver entre 8h et 9h le lendemain matin, le 29 mars. Cependant, Matthews ne s'est jamais rendu à Lipia Góra. Selon son père, il a appelé Matthews vers 10h30 le 29 mars et son fils lui a dit qu'il y avait de terribles embouteillages sur la route de la Pologne et qu'il était coincé à Zekiel à ce moment-là. Zekiel est une ville à la frontière Pologne-allemande sur la route de Lipia Góra et il lui restait environ 214 km pour se rendre de là à sa destination. La frontière germano-polonaise n'était pas surveillée, il n'y avait pas de contrôle des passeports. Bien qu'il y ait des caméras de reconnaissance des plaques d'immatriculation, Matthew profite de la route pour envoyer un SMS à sa fiancée, disant qu'il sera avec elle dans environ 2 heures. De plus en plus inquiète après des appels sans réponse à Matthews, sa fiancée entre en contact avec la sœur de Matthews, Katarzyna Piotrkowicz, qui vit également à Hanovre, vers 17h, mais elle n'arrive pas à le joindre. Plus tard, dans la soirée, la mère de Matthews se rend à la police, mais il la décourage de déposer un rapport de personne disparue, car il est beaucoup trop tôt et il pense que Matthews se représentera probablement. Début avril, la famille signale finalement que Matthews est porté disparu en Allemagne et en Pologne. La police allemande refuse d'enquêter car elle pense que les autorités polonaises sont sur l'affaire. La famille demande alors à la police polonaise de localiser le téléphone portable de Matthews, qui était apparemment allumé pendant quelques jours après sa disparition. Mais la police est incapable de le faire car Matthews utilisait une carte SIM allemande. La police allemande n'arrive pas non plus à localiser son téléphone, puisque Matthews a disparu en Pologne. La police polonaise a affirmé plus tard que le téléphone de Matthews ne s'était jamais connecté à un réseau polonais et on ne sait pas où Matthews a reçu l'appel de son père. La sœur de Matthews a déclaré que les enquêteurs ont affirmé que Matthews n'avait jamais traversé la frontière, car la surveillance CCTV au poste frontière indiquait qu'il n'était pas rentré en Pologne. Frustrée par les efforts de l'enquête policière, la famille de Matthews commence sa propre recherche d'indices sur la disparition et vérifie tout l'itinéraire, se rendant dans les rues latérales, vérifiant le personnel de la station-service, demandant une surveillance vidéo, faisant le tour des marchés dans les villes, proches de la frontière, avec la photo de Matthews, et poster des affiches avec son image. La famille apparaît à plusieurs reprises à la télévision en Pologne et en Allemagne, et se plaint que la police n'en fait pas assez et ne prend pas l'affaire au sérieux. Le 12 septembre 2018, un voisin vient chez la mère de Matthews à Utkov pour poser des questions sur leur grange, car une odeur terrible en émanait depuis juillet, et il pense qu'il s'agissait probablement d'un animal mort. Le voisin lui demande s'il peut inspecter soigneusement la grange. La moitié de la grange était clôturée, créant une pièce, et il y avait un grenier mezzanine au-dessus de cette pièce. Elle a accepté. Alors le voisin a grimpé et a vu une pile de vêtements. En y regardant de plus près, il a été choqué de voir qu'il s'agissait en fait de restes humains, composés d'une tête et d'un torse coupé. Le corps est trop décomposé pour être identifié. Un examen plus approfondi de la zone a montré qu'il y avait également 2 nœuds coulants, suspendus au toit, et un sac à dos sur le sol qui a ensuite été établi comme appartenant à Matthews. Certaines des dents de Matthews sont cassées et collées à ses vêtements, avec ce qui semble être du sang, et il y avait des taches sanglantes sur ses vêtements. À l'intérieur de son sac à dos, il y a une bouteille d'eau polonaise avec des mégots de cigarettes à l'intérieur et une boîte de jus d'orange. La famille de Matthews a affirmé qu'il n'avait jamais bu de jus d'orange car il détestait ça.
Un téléphone portable dans le sac à dos a montré qu'il y avait eu un appel à son oncle, le 30 mars 2018. Mais cela semble être un appel accidentel, car il n'a duré que moins d'1 seconde et n'a jamais abouti. Une analyse ADN a été effectuée et il a été confirmé que les restes étaient bien ceux de Matthews. Ses effets personnels ont été analysés et aucun autre ADN n'a été retrouvé sur ces objets. La police et le ministère public maintiennent que Matthews a mis fin à ses jours et refuse d'enquêter plus avant, malgré les appels et les efforts de la famille. Ils pensaient que Matthews avait planifié sa mort à l'avance et ont déclaré qu'il n'y avait aucune autre preuve qui pourrait penser à un meurtre. En faisant mes recherches, malheureusement, les éléments de preuve exacts qui ont conduit les procureurs à cette conclusion n'ont jamais été rendus publics. 4 jours après la découverte du corps de Matthews, sa famille a retrouvé sa chaussure dans la grange, avec son pied détaché toujours à l'intérieur, ce qui a montré à la famille que la police n'avait même pas pris la peine de fouiller correctement la grange. Les procureurs ont pu rassembler de nombreuses preuves, notamment de l'ADN, des rapports d'experts et l'analyse du téléphone de Matthews. La police allemande a également obtenu des images de caméras de sécurité et a perquisitionné l'appartement de Matthews à Hanovre. Toutes les preuves ont ensuite été analysées par des experts à Varsovie. Sur la base de toutes les preuves, les procureurs ont pu établir que Matthews avait menti à sa famille le jour de sa disparition. Et il n'était pas à Metzen lorsqu'il avait appelé sa famille et ne conduisait pas non plus à l'époque. Il était toujours en Allemagne, selon les reçus trouvés avec ses affaires. Il a en fait pris un train pour la ville frontalière allemande de Francfort sur l'Oder, puis a probablement traversé un pont vers la ville polonaise. Près de 24 heures après avoir dit à sa famille qu'il était déjà en Pologne. Il s'est enregistré dans un hôtel à Słubice avec un autre inconnu. Matthews a pris un train pour Varsovie le lendemain, puis un bus pour Samox, qui était la plus grande ville proche de son village natal, à environ 21 km. Il est arrivé à Samox vers minuit, mais on ne sait toujours pas quand ni comment il est arrivé à Utkov, où vivait sa famille. Qu'est-il arrivé à Matthews? Matthews ne se dirigeait pas vers la maison de sa famille dans le sud-est de la Pologne, mais avait plutôt l'intention d'aller chez sa fiancée dans le nord-ouest, un voyage de 635 km entre les deux. La voiture de Matthews ne s'est jamais présentée malgré de nombreuses recherches, ni en Pologne ni en Allemagne. Ils n'ont pas été en mesure de trouver la voiture ou la preuve qu'elle a été transférée à un nouveau propriétaire ou radiée. Les clés de la BMW n'ont pas non plus été localisées, bien que son portefeuille ait été retrouvé dans le sac à dos de la grange. Le grenier de la grange était visible depuis le sol, et la famille a déclaré avoir utilisé la grange tout au long de l'été 2018. Il semblait donc très peu probable qu'ils ne remarquent pas un corps suspendu, sans parler de l'odeur du corps en décomposition. La cousine de Matthews, Edita, a déclaré « C'est très étrange parce que nous sommes allés plusieurs fois dans cette grange pendant cette période. La porte était grande ouverte et personne n'a rien remarqué. » Le procureur affirme qu'il y était pendu, mais nous ne le pensons pas car nous ne l'avons tout simplement pas vu là-bas. La sœur de Matthews a accusé les agents, qui étaient initialement impliqués, de négligence car ils ont d'abord refusé de fouiller la grange à fond, parce que cela prendrait trop de temps de passer au crible le foin qui gissait sur le sol où le corps de Matthews a été retrouvé. Alors que les procureurs ont conclu que les actions des agents ne respectaient pas la norme de négligence criminelle, une enquête interne de la police a révélé des actes répréhensibles et 2 agents ont été réprimandés. Il y a beaucoup trop de questions sans réponse. Qui Matthews a-t-il rencontré à Słubice? Pourquoi la famille n'a-t-elle pas vu ou senti le corps suspendu à la grange? Qu'est-il arrivé à la BMW de Matthews? Malgré un bébé en route, pourquoi Matthews aurait mis fin à ses jours? Et pourquoi le faire près de ses parents? L'affaire a été classée en 2019. Que s'est-il passé?
Comment s'est-il retrouvé mort dans cette grange, loin de là où il était censé être? Et où était sa voiture? Pourquoi a-t-il menti à tout le monde sur ce qu'il faisait et où il allait? A-t-il été assassiné? A-t-il mis fin à ses jours? Et que signifie le marais d'indices énigmatiques? Pourquoi l'enquête a-t-elle été si bâclée? La famille continue à se battre pour savoir la vérité. C'est l'une des morts mystérieuses les plus étranges qui soient. Pour finir cette vidéo, ce n'est que mon avis, mais pour moi, il n'a pas mis fin à ses jours. J'espère qu'un jour sa famille saura enfin la vérité. Et en attendant qu'il repose en paix. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous.